Bonsoir et bienvenue, vous regardez 6,5. Son dernier ouvrage est une grande fresque familiale. Marc Archip est mon invité. Landfall d'Hélène Urbani, un thriller hypnotique selon notre libraire Marcel Petriccioli. Vanina Vancherin pose son regard sur la collection du musée Albert Kahn. Et notre invité se prêtera au jeu de notre questionnaire 6,5. Mais tout de suite, c'est notre interview. Bonsoir Marc Archip, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Philippe. Vous êtes romancier, vous avez publié près de 8 ouvrages. L'écriture, est-ce pour vous, Marc Archip, une quête? En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai eu à la lecture de celui-ci. En fait, le mot quête pourrait paraître un petit peu trop fort. En fait, issu d'un papier et d'un crayon pour écrire ce que l'on est et surtout décrire nos sociétés. Je suis parfaitement intéressé par les univers qu'on habite et je ne sais que l'écriture pour pouvoir l'exprimer le mieux possible. Alors, dans ma bouche, quête, c'était également l'idée de transmission, Marc Archip, parce qu'avec Le Sang des Lacs aux éditions Sud-Arène, vous retracez les tumultes d'une famille sur plus de 100 ans traversant le 19e et le milieu du 20e siècle. Cette famille, Marc Archip, c'est la vôtre. Il s'agissait pour vous d'insuffler une dimension presque romanesque à une histoire familiale, à une histoire âpre, dure. En fait, il s'agit au départ, ma spécialité, si on peut appeler ça de spécialité, c'est surtout d'écrire des romans. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, pour moi les romans c'est quelque chose qui décrit la société, le romancier, le journaliste de son temps. Basta. Premièrement. Secondement, j'avais écrit et préparé une archive pour ma famille paternelle et j'entendais parler régulièrement dans notre famille de l'affaire Becker, le film Casque d'Or. Et j'ai dit, tiens, je m'y intéresserai. Ne sachant pas écrire des livres d'histoire, j'ai donc pris la plume et écrit de la manière, la seule que je connais, à savoir une manière romanesque. Mais les histoires l'histoire de cette fratrie est par elle-même romanesque. Oui, alors vous multipliez. C'est difficile de résumer le livre en quelques mots, parce que vous multipliez les points de vue. Je l'ai dit, c'est l'histoire d'une famille 19e, milieu du 20e siècle, sur la terre corse, mais pas seulement, évidemment, à Paris notamment, dans d'autres régions. Vous revenez sur cet épisode très très particulier, Casque d'Or, Becker, le film. Il y a cette histoire que vous tissez aussi, hein. En fait, l'affaire de Casque d'Or, lorsque le film est sorti en 1952, il est des membres de ma famille pour dire que l'histoire réelle de Dominique François Lec n'avait pas été racontée telle qu'elle devrait l'être. Mais enfin, il s'agissait d'une affaire qui était tombée dans le domaine public et Becker l'écrivait comme il voulait. Si aujourd'hui on écrit Livy d'Ivanoé, on n'a pas la famille qui va vous faire un procès. Mais c'est au travers de cette affaire-là que je me suis rendu compte des silences qu'il y avait dans les femmes corses que sont ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. J'avais 28 ans quand mon arrière-grand-mère est morte. 28 ans, il y a un vrai transfert de mémoire à ce moment-là. Et les silences, lorsque vous êtes un petit garçon, on parle devant vous. Par contre, dès que 4 poils vous poussent à la barbe, les femmes se taisent, certains. Et c'est dans ces silences-là c'est pour meubler et comprendre ces silences-là que je dis, lorsque j'écrirai quelque chose pour une archive familiale, eh bien, j'irai voir dans ces silences-là. Donc, pendant 5 ou 6 ans, 6 ans même, j'ai travaillé sur ce sujet-là. Mais pour en décider d'en faire un ouvrage, je reviens, Marc Archip, parce que je dis, il y a vraiment une dimension romanesque. On a le sentiment à la lecture, à chaque fois, on se dit, est-ce qu'on est vraiment dans la réalité? Quelle est la singularité de cette famille? Parce que c'est pas anodin de faire un livre sur sa famille. Hein. Non, ça l'est pas. Mais c'est ce qu'il y a d'exceptionnel et ce qui a justifié que ça devienne un livre qui paraisse, sous forme de témoignage, c'est en fait, il y a 8 enfants, 2 qui meurent, au bas âge, enterrés au Père-Lachaise, et avant qu'Alessio rentre en Corse, chacun des autres enfants, qui en Chine, qui en Cayenne, qui à Paris, un pied à Charonne, hélas, à nouveau malheureusement connu, un pied à Evisa, tous ces gens-là ont eu un destin incroyable. Alors, le mien est beaucoup plus simple que le leur. Ça faisait une belle matière d'écriture. C'est une matière qui est incroyable, incroyable. Et je peux vous dire que pour écrire un roman, il me faut à peu près 2 années. Là, j'ai eu à peu près 5 à 6 ans, 5 ans et demi exactement de travail d'archives. Et par la suite, pour l'écriture elle-même, pour l'acte d'écrire, à savoir rédiger, il m'a fallu 2 mois.
parce que la rédaction venait toute seule. Je racontais les choses telles que je les avais découvertes au travers des archives familiales, du vocable, du verbal et des documents que les diverses organisations d'administration m'ont proposé à ma recherche. Justement, il y a le sentiment que vous écrivez au fil de la plume. Vous dites dans votre livre « Je regarde aussi Clorinda en me disant que sa seule image du monde emprunte ce même chemin. Elle ne semble pas malheureuse, mais elle ignore certainement le terme bonheur. Le printemps des visas, le soleil et les rires des jeunes gens me prouveront le contraire. » Comment vous qualifiez votre rapport personnel, Marc Archip, à la Corse? Ben, mon rapport personnel à la Corse, il est celui d'un métis. Moi, je suis un métis occitan et corse. J'ai passé des vacances dans le Tarn-et-Garonne, dans le Quercy, plateau réputé pour ses moutons et ses foie gras de canard. Et j'ai passé les autres mois à Evisa, campagne des Deux-Sèvres réputée pour ses châtaignes et la rudesse de ses habitants. Donc, en fait, lorsque vous vivez dans un village corse, vous avez une dimension, je serais un pinsuto, comme disent ceux qui parlent de la diaspora ou des Français. En fait, vous qui vivez en Corse toute l'année, avez peut-être du mal ou ressentez l'espèce de puissance qu'il y a dans les rapports qu'ont les gens entre eux. Les rapports humains? Les rapports humains. Il y a des silences, je vous parle des silences, les silences qui ont d'une force incroyable. Ensuite, cette famille, elle va de jouer en douleur. Parce que c'est pas un livre de sang que de sang. C'est un livre de bonheur, d'amour, de scapaticio d'enlèvement de jeunes filles, de mariage, matrimonio di volpe, plein de choses qui donnent une dimension, une puissance que peut-être vous y étant habitué, c'est comme celui qui mange du roquefort toute la semaine, il ne sait plus que le roquefort est fort. Ça permet cette image un peu osée. Le sang d'Élec, c'est le vôtre? Oui, c'est mon sang, oui, c'est mon sang. C'est mon sang par moitié. C'est mon sang par moitié. Et cette violence, peut-être, que j'ai exprimée dans le sport fut un temps, j'ai longtemps pensé qu'elle était due à l'autre côté de ma famille. L'autre côté de ma famille, c'est implication dans la résistance, torture, Ravensbrück, mon grand-père mort à Flossenbourg, les défilés de 14 juillet avec 1 kilo de médailles sur le côté de ma grand-mère, des choses qui me semblaient très fortes. Mais peut-être que dans le fond, à l'époque, Evisa, c'était tellement doux et agréable que j'imaginais pas qu'il y avait tout ça derrière ça. Si je vous dis qu'à la lecture, j'ai eu un sentiment, tout le long d'ailleurs de la lecture, d'urgence. C'était urgent, c'était urgent. Moi d'abord, il était urgent que je l'écrive. Je pourrais mieux l'accorder d'ailleurs qu'écrire. Enfin, je resterai que je l'écrive. Et Francis Cabrel a dit quelque chose d'important. Il a dit à 60 ans, tout devient urgent. Et je pense que ça, je devais le faire. Je ne vais pas dire que je vais mourir en paix après avoir fait ça, parce que j'espère avoir encore la chance de pouvoir être réinvité ici avec des romans. Parce qu'il y a eu 8 romans. Hein, oui, bien sûr. J'ai dit un sentiment d'urgence, c'est aussi presque le sentiment qu'il y a chez vous, Marc Archip, une impérieuse, en tout cas pour cet ouvrage-là, une impérieuse nécessité d'écrire, essentielle même. C'était le moment, aujourd'hui, 8 romans, de nombreux prix littéraires, je l'ai dit, c'était le moment d'éditer cet ouvrage-là, Le sang d'Élec, qui a une sonorité, une musicalité, on va le dire comme cela, une musicalité narrative très différente des autres. Mais la nature même du roman... D'abord, je n'avais jamais fait de roman, on dit vocal, avec plusieurs personnages. Oui, c'est ça, il y a plusieurs personnages j'ai toujours écrit et plusieurs points de vue d'ailleurs. Exactement. Lorsque j'ai écrit des romans, parfois j'ai même endossé le costume de dame, en utilisant le présent, le jeu et un narrateur féminin. J'utilise très rarement la troisième personne. Le narrateur omniscient m'intéresse peu, je veux m'impliquer dans l'histoire. L'occasion qui m'a été donnée dans ce livre, c'est de pouvoir écrire les choses vues par des hommes et par des femmes. Pour les femmes, il avait suffi de les écouter, ici, à Paris, à Toulon, à la Loubière, à Evisa, à Marignane. Je les avais écoutés. Et pour les hommes, il était facile de se mettre dans leur peau, parce que les événements qui allaient les emporter étaient tels que une partie de moi réagissait. Alors, je n'ai pas emprunté leurs oripeaux. J'ai simplement essayé de transmettre ce qui pouvait amener à des gestes définitifs. Alors, vous dites se mettre dans leur peau. Est-ce que c'est facile, après l'écriture, ces personnages ont existé, est-ce que c'est facile, après l'écriture, de s'en détacher, justement? C'est affreux. C'est affreux. Votre question, elle est pointue au possible. Parce que
je disais tout à l'heure à une cousine qui vit ici à Ajaccio, que lorsqu'un texte est terminé, je suis débarrassé. J'ai vécu avec ces gens-là pendant un certain temps, et les personnages fictifs, je les ai bâtis, construits, fait vivre, parfois mourir. Le livre est fini, je le réouvre plus jamais. Je n'ouvre jamais ce que j'ai écrit. J'ai trop peur. Donc c'est rangé, c'est fini. Là, 6 ans avec eux, je ne peux pas m'en débarrasser. D'autant plus qu'il commence à avoir un certain succès en Corse, et pour cause, il l'a sur le continent aussi, mais que j'ai des rappels incessants sur est-ce que votre famille, est-ce que votre famille, est-ce que votre famille, oui. Et ces personnages vivent toujours. Quand je me rase le matin, j'ai les mêmes yeux que mon arrière-grand-père. Je les avais jamais remarqués. Le sang des lecs, Marc Archip aux éditions Sud-Arène, recommandé par toute l'équipe de 6,5. Je l'ai dit, c'est un ouvrage qui va vous emporter dans les tumultes du temps, du 19e siècle au 20e siècle. Nous sommes au plus près de l'histoire de la famille de Marc Archip, le sang des lecs. C'est le moment d'accueillir notre libraire, Marcel Petriccioli. Bonsoir mon cher Marcel. Bonsoir. Bonsoir monsieur Marcel. Landfall d'Hélène Urbani aux éditions Gallmeister, septembre 2015. Rose, à peine âgée de 18 ans, s'apprête à rejoindre la Nouvelle-Orléans avec sa mère. Mais sur la route, la voiture quitte la chaussée et percute une jeune fille. Parler de tumulte, on va y être en plein, puisque c'est en 2005 et c'est l'ouragan Katrina qui a frappé, qui a ravagé la Louisiane et surtout sinistré la ville de la Nouvelle-Orléans. C'est là que se rendent justement Rose et sa mère. Elles ne vont jamais y arriver à cause de cet accident. Elles tuent cette jeune fille noire. La mère de Rose décède également dans l'accident. Et à partir de là, Rose, elle va être vraiment intriguée par cette jeune fille. Plus qu'intriguée, ça va l'obséder, parce qu'elle n'avait aucun papier d'identité sur elle, cette jeune fille. Alors, elle a du chagrin, elle a de la culpabilité, parce que l'accident est en partie de sa faute. Elle veut à tout prix, vraiment à tout prix, savoir qui était cette jeune fille, retrouver sa famille, parce qu'elle ne supporte pas l'idée de se dire il y a forcément quelqu'un qui l'attend quelque part, cette pauvre fille. Il faut que je fasse tout mon possible pour y arriver. Pour ça, elle a juste 3 petits indices. Une carte de visite, un numéro de téléphone et une page d'annuaire déchirée sur laquelle se trouve le numéro, l'adresse, le numéro de téléphone de la famille de Rose. Est-ce que c'est une simple coïncidence ? À suivre, voilà. Donc, c'est ce qu'on disait sur la nature même du roman. C'est-à-dire que dans sa construction romanesque, elle établit une charpente un petit peu romanesque, oui. Mais elle va ouvrir sur l'univers qu'elle partage. Exactement. Voilà. C'est le... J'ai en plus un excellent éditeur. Gallmeister, c'est le premier roman d'Hélène Urbani. Il frappe encore très fort, c'est comme incroyable. À chaque fois. C'est incroyable. On le dit à chaque fois. C'est vrai, j'avais écrit en anglais. Ben, c'est la première étape, c'est ça. Vous inventez une origine américaine et la prochaine étape. Mais là, je n'invente pas mes origines, monsieur. On a dit à la lisière du roman et de la véracité des faits. Alors Landfall, ça va nous raconter vraiment ces 2 vies en parallèle, 2 existences en parallèle. Chaque chapitre va alterner la vie de l'une et de l'autre. Ça va être bourré de flashbacks sans arrêt. Alors, il faut lire très attentivement chaque page parce que chacune des pages recèle un élément important pour la suite du récit. Alors, Rose et Rosie, la jeune femme noire s'appelle Rosie, ont toutes les deux 18 ans. Elles ont toutes les deux été élevées par leur mère. Tout les oppose, ou presque. En fait, on a l'impression c'est un miroir. Elles sont opposées. Alors, le roman traite bien sûr des relations mère-fille, blanche et noire. Relations mère-fille qui sont vraiment hyper réalistes. Alors, les mères et les filles ne sont pas parfaites. Elles ont des failles. Mais elles s'aiment mal, mais elles s'aiment malgré tout. Et regardez comment elles s'aiment. N'en dites pas trop. Non, ça c'est que le début. C'est l'écrivain qui vous en parle. Ce n'est que le début. Ne dévoilez rien. Vous allez voir. Laissez la robe tomber toute seule. Je vous donne envie. Voilà, exactement. Elles communiquent leur amour en silence, par le biais de leurs mains, prenant l'initiative de la déclaration, chacune à leur tour, en serrant la paume de l'autre 3 fois, d'affilée, brièvement, une pression par syllabe, je t'aime. Voici comment elles déclarent leur amour. Ça suffit, Landfall, d'Hélène Urbani aux éditions Gallmeister. C'est captivant, c'est absolument captivant. C'est son premier roman. C'est son tout premier roman, oui. Ah, je ne vais pas vous contrarier, libraire, parce que... Traduit en français. Traduit en français, d'accord.
Et fortement. Dont le premier, je pense, a servi de base à un scénario. Et là, c'est très cinématographique. Ouais. Ça Donc, va y revenir. on peut l'adapter au cinéma. Sans problème, ça sera. Certainement. Juste finir. Il y a des livres qui donnent à réfléchir et d'autres qui le bouleversent. Celui-ci allie les deux. Vous allez être bouleversé par ce bouquin, vraiment. Mais vous savez, sans prendre la parole trop souvent, c'est exactement le rôle principal du romancier. Le romancier, il doit vous bouleverser parce que c'est un acte d'émotion. Au même moment, il faut que ce dont on parle soit en rapport avec les univers qu'on fréquente. Là, Katrina, j'imagine, c'est sur une digue. Je vois bien ces digues qui allaient vers cette monstruosité. Les choses qui vont s'échanger à ce moment-là sont des choses qui, outre de vous émouvoir, vont porter un regard anthropologique sur ce qu'est ce moment et ce que sont ces gens-là. Ouais. C'est exact. Voilà. C'est tout le sujet du roman. Je vais l'acheter. Un ouvrage qui plaît, qui interpelle dans les coulisses tout à l'heure. L'Unfold d'Hélène Urban aux éditions Gellmeister, fortement recommandé par notre libraire, aux excellentes éditions Gellmeister. On va le rajouter jamais assez. Par notre libraire Marcel Petrichoul. Merci beaucoup mon cher Marcel. Nous allons accueillir dans quelques instants. Les miens d'éditeurs sont des fils de libraires. Les fils de libraires font toujours de bons éditeurs, paraît-il. Petite maison. Voilà. Avant d'accueillir Vanina von Schirrin pour une séquence art, on va voyager avec elle dans le temps, Marc Archip. L'Ovalie. Oh, ne me parlez pas de ça, parce que lorsque je parle de littérature, on revient toujours un moment ou l'autre au rugby. Mais je vais vous dire pourquoi je voudrais vous parler de l'Ovalie. Je vous écoute. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un sentiment d'urgence. J'ai dit qu'il y avait un rythme particulier dans votre livre. C'est aussi, en me penchant sur votre parcours, cher Marc, c'est aussi, à mon avis, humble avis, dû aussi à cette période-là de votre vie. J'ai pu voir, vous avez été joueur professionnel de rugby. C'est professionnel que depuis 20 ans, le rugby. Oui, à l'époque, c'est vrai, vous avez raison. Étudiant ou vous avez raison. En tout cas, c'était un melting pot. Mais en fait, c'était le haut niveau à ce moment-là. C'est vrai, c'est que depuis 20 ans. Par rapport au foot, voilà. c'est tout court. Mais il y avait, alors dans ce que j'ai pu lire de vos témoignages sur cette période-là, il en ressort une période presque où le sentiment d'urgence était présent, tout allait très vite pour vous. Vous étiez jeune, vous avez fait cela, et j'ai vraiment, Marc Archip, l'impression que ce sentiment d'urgence, il vous accompagne depuis très longtemps. Eh bien, sur l'urgence. J'ai été finaliste au prix Goncourt junior de la Nouvelle, la même année où je jouais avec l'équipe de France junior. Vous imaginez le grand écart? Voilà, c'est un grand écart. Pourquoi? Les joueurs de rugby sont supposés être bêtes et pas savoir écrire. Absolument pas. Je joue de la guitare aussi. Oui. Je pense que c'est pas le temps qui est, c'est pas l'urgence, c'est le manque de temps. Une vie, c'est trop court. Lorsque je dis ça, ça peut faire sourire, mais je le répète. Il est vrai que le sport vous confronte à la vitesse. On ne joue pas au rugby lentement, ni mollement. Donc ça donne... Enfin oui, on peut, mais... Oui, on ne joue pas longtemps. Voilà, en fait, lorsque l'on joue au rugby, ce qu'on apprend surtout, c'est le partage. Ça fait mal, le rugby. Et le partage, c'est une fondation excellente pour la littérature et pour les arts en général. L'art se partage. L'art se partage avec Vanina von Schirrin. Quelle chance nous avons. C'est le moment de la séquence art. Merci. Bonsoir ma chère Vanina. Bonsoir. Dans votre atelier de curiosité ce soir, un focus sur un formidable musée. Une collection, plus précisément une collection, parce qu'on a effectivement le musée Albert Kahn, que vous connaissez, sensiblement, on en a un peu discuté avant l'émission, et nous avons une collection qui est absolument exceptionnelle, 72 000 plaques de verre qui sont, que l'on nomme des autochromes. Voilà, nous avons quelques images, de ces autochromes. Alors j'ai choisi plus précisément, une période particulière, parce qu'Albert Kahn avait mandaté, en fait, de 1909 à 1931, une dizaine de photographes à travers le monde afin de créer les archives de la planète. Parce qu'Albert Kahn était un grand idéaliste. Il espérait qu'en montrant les beautés de notre monde humain, il créerait un monde de paix. C'est-à-dire qu'on serait enfin amoureux de ce monde et on arrêterait de se faire la guerre. Bon, on voit le résultat aujourd'hui. On est amoureux d'une certaine façon. Mais voilà. Alors, comme aujourd'hui vous êtes là, Marc Archip, j'ai choisi ces clichés qui parlent du Paris de Casque d'Or, justement.
du Paris des Lèques, de cette famille emblématique. Et voilà, le moulin de la Galette, on a vraiment ces clichés. Alors, ce n'est pas un procédé de colorisation. Oui, c'est ce que je vous ai demandé moi tout à l'heure dans les coulisses. Alors, tout à fait. figurez-vous que c'est inventé par les frères Lumière, qui sont, alors je vais faire un mauvais jeu de mots, mais les rois de la pomme de terre, parce que figurez-vous que c'est un procédé à base de fécule de pommes de terre. Oui, c'est vrai. Voilà, en fait, c'est basé sur la colorisation de la fécule de pomme de terre avec 3 couleurs, orange, vert et violet. Alors, on dirait un peu étrange, mais ça marche. Tout ça lié par du carbone, de la poudre de carbone, avec je vous dis pas combien de couches de vernis, etc. Enfin, c'est trop compliqué. Les téléspectateurs sont un peu ennuyés par ces côtés techniques, mais il faut voir le résultat, c'est-à-dire qu'on a un vrai cliché de la réalité en couleur de l'époque. Donc là, on a des clichés de 1905, 1907. Le premier, parce que les frères Lumière ont mis ça au point en 1903, et ensuite ça a été généralisé en 1909. Mais eux ont commencé déjà à faire les premiers clichés, et Albert Kahn leur a commandé spécialement ces autochromes. Il a absolument voulu rendre ce pari, parce qu'il était sûr que ça allait disparaître. Alors, je suppose que ça doit vous parler. Oui, bien sûr, parce que on est en pleine période haussmannienne. Mais c'est ça. Les quartiers, lorsque j'écrivais le livre, je suis à l'impasse de la Loi, où il y a eu la fameuse bagarre du clan Manda contre les Lèques. Aujourd'hui, c'est des maisons affreuses d'ailleurs. Ouais. Ces maisons sont tombées, il y a le jardin Casque d'Or, qui est hideux d'ailleurs, hideux, voilà. La rue d'Avron, où il y a eu où ont lieu les affrontements sanguinaires qui ont fait qu'on les appelait les Apaches. Tout à fait. On appelait ça les Apaches. Le balayeur avait retrouvé une main, pensant que c'était un gant le lendemain de la bagarre. Pour vous parler de violence, n'est-ce pas, monsieur? C'est pas des bagarres de petits garçons, mais les gens ont travaillé grâce à ça. Oui, tout à fait. Ce pari-là a donné du travail à une foule de. C'est un pari populaire. Ouais, populaire. Et vous savez, lorsque je vais à Charonne, là où j'ai encore quelques amis qui ont survécu, n'est-ce pas? Eh bien, je peux vous dire qu'il reste une vraie ambiance populaire, dans le bon sens du terme. Oui, tout à fait. Il faut aller découvrir cette collection au musée Albert Kahn. Merci beaucoup, ma chère Vanina, pour ce focus. C'est le moment de notre questionnaire Si c'est nuit. Alors, c'est un questionnaire évidemment inspiré de ceux de Jacques Chancel, l'immense Jacques Chancel et Bernard Pivot. Une œuvre qui a changé votre vie. Vous avez le droit des jokers. Non, pas joker, parce que j'ai ces questions auxquelles c'est des sujets auxquels j'ai déjà réfléchi. Je pense, ça va vous faire bizarre, c'est une chanson et un ouvrage. La chanson, c'est The Times Are Changing de Bob Dylan, parce que les temps changé, et Marguerite Yourcenar, L'œuvre noire. Bravo. Parce que alors c'est un mélange de la carpe et du lapin, oui, mais par contre le style d'un côté et l'inspiration poétique de Dylan de l'autre. C'est une bonne réponse. Ça me convient complètement. C'est la vôtre. Ouais. Mais j'acquiesce à 2000%. Bob Dylan, Yourcenar, cocktail explosif. Votre mot préféré, Marc Archip? Le mot ou l'expression? Le mot. Le mot, je pense que j'en ai pas. Ou je dirais pourquoi pas. Mais en fait, ce que je dis le plus souvent, c'est il faut lire les signes. Il faut lire les signes. Sans arrêt, je dis ça. Il faut lire les signes. Je suis rentré, j'ai vu la télé dans le LOL, là, avec Ravensbrück, j'ai dit il faut lire les signes. Votre mot, celui en tout cas, que vous détestez, ou l'expression, allez, tenez. C'est un mot, c'est impossible. Rien n'est impossible? Rien n'est impossible. Votre héros de fiction? Alors, sur mon bureau, il y a 3 petites statuettes. Je vais vous faire une confidence. Il y en a un, c'est pas un héros de fiction, c'est Socrate. Et les 2 autres, c'est un mélange de ce que je suis. Il y a Homer Simpson et Don Quichotte. Ah, ça, c'est un sacré beau mélange. Sur ma petite table devant moi, quand j'écris, j'ai Socrate et des petites statuettes. Homer Simpson et Don Quichotte. Je pense que je suis un mélange des 2. Ouais. Et avec Socrate. Socrate, parce qu'il veille au grain. Oui. Sinon... Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire après votre mort? Renvoyez-le, on ne le veut pas, celui-là. Non, ce serait bien. Ouais, ce serait bien. De recommencer. Oui, tout recommencer, bien sûr. Ouais. Les cadets, les juniors, l'écriture, la musique. Vous voyez que vous revenez au rugby, les cadets, les juniors. C'est constitutif de votre personnalité, Marc Archip. On ne peut pas la défaire, évidemment.
Vendredi, vous serez à la Marge pour une signature, la Marge à Ajaccio, à la librairie, à partir de 16h. Samedi, le Verbe du Soleil. Très très beau nom de librairie. Hein. Et magnifique libraire dans les deux cas. Ouais. À 16h également. À Porto Vecchio. Ce sont des moments importants aussi, hein, les rencontres avec les lecteurs. Hein. Ça l'est, ça l'est. Ça peut changer également, il nous reste quelques secondes, ça peut changer votre style. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Merci beaucoup, Marc Merci Archip, de votre accueil et de votre gentillesse. d'avoir très accepté notre invitation. Le sang des Lèques aux éditions Sud-Arène, fortement recommandé par toute l'équipe, je l'ai dit. Et surprenant, à plus d'un titre, vous allez découvrir cette famille qui a connu les tumultes de notre temps et vous n'allez pas sortir indemne. Merci beaucoup, cher Marc. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 3 Corse via Stella, évidemment.